Bonjour à toutes et à tous, on va faire un essai micro avant de commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous voyez l'image pour ceux qui sont là? Alors je n'ai pas de retour. Ah, son, image, ok. Et un visiteur me dit oui, son, image, ok. Bon, bah merci à vous. Ok, 5 sur 5. Parfait, ok. Et ben merci à ceux qui ont répondu. Donc ça veut dire que vous avez le son et l'image. Donc on va tout de suite commencer puisqu'il est 16h, 16h05 même, pour cette dernière conférence de la journée. Et puis ensuite Vincent Gann prendra la main pour conclure cette journée donc un peu spéciale, comme tous les vendredis de fin de mois avec FXCM. Donc déjà je tiens à remercier FXCM pour m'inviter lors de cet événement et me donner ce créneau pour parler d'un sujet qui est un petit peu pas souvent traité et qui pourtant est intéressant. Ce sont les paires exotiques qui font partie des paires mineures. Donc on va parler des paires mineures, des paires exotiques, et surtout de ce qu'il faut savoir avant d'intervenir. Et nous verrons également quelques exemples à la fin, et puis on laissera aussi un temps, 10 minutes, un quart d'heure, pour les questions-réponses. Alors vous pouvez évidemment poser vos questions pendant la présentation. Cependant, je vais éviter de répondre en temps réel. Je vais, parce que vous êtes nombreux et puis parce que le temps est compté, essayer de tout garder à la fin. Donc essayez de noter vos questions et ensuite vous pourrez les envoyer à 5h moins le quart à peu près. Voilà, donc on va parler donc des paires exotiques, et avant de parler je vais commencer par me présenter. Alors je suis Benoît Fernandez-Rioux, donc trader pour compte propre, et également auteur de livres comme Introduction au Forex, pour ceux qui peut-être connaissent déjà. C'est un livre, alors là la couverture c'est deuxième édition, en fait c'est un livre, donc c'est là je le vois en grand, effectivement l'image n'est pas à jour puisque c'est désormais la troisième édition qui est disponible. Donc c'est un livre qui a un certain succès, qui permet de comprendre ce qu'est ce marché un peu particulier, le marché des devises, le marché du foreign exchange, donc le forex. C'est un marché effectivement, comme le sous-titre l'indique, financier parmi d'autres, mais pas tout à fait comme les autres. Et justement, on va parler d'une de ces caractéristiques, les devises mineures et exotiques aujourd'hui. Voilà. Donc pour ceux qui... Parce que parmi l'auditoire qui est assez hétérogène, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas encore sauté le pas et qui n'ont pas encore franchi le cap. Et bien, si vous souhaitez tout savoir sur ce marché et connaître ses caractéristiques, son histoire également, ainsi que la façon d'intervenir dessus, eh bien, je vous recommande cet ouvrage. Bon, ça c'est comme son nom l'indique, une introduction. Donc, ça s'adresse vraiment au grand public et à ceux qui connaissent un petit peu déjà les marchés, mais qui souhaitent se spécialiser ou au moins goûter à ce marché des devises. Pour ceux qui veulent aller plus loin, Le Trader Privé, c'est un autre ouvrage que j'ai rédigé plus récemment, qui n'est pas la suite, qui est vraiment un livre hors marché, puisqu'il s'adresse à tous les marchés finalement, que l'on soit sur les actions, les indices, que l'on passe par des CFD, que l'on passe par des marchés, des contrats futurs pour des marchés à terme, ou qu'on soit au spot, que l'on soit, peu importe, voilà l'instrument, peu importe le marché, vous souhaitez toujours généralement spéculer sur les marchés et donc essayer d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut, et inversement vendre au plus haut pour racheter ensuite au plus bas lors d'une vente à découvert par exemple. Mais en quelque part ce que l'on cherche, c'est bien, de comprendre le sens du marché, et pour cela, pour ce trading dit actif, il faut avoir ces trois piliers qui sont la maîtrise comportementale, la méthode et la gestion du risque. Alors la méthode, c'est généralement ce que tout le monde vient chercher.
et pourtant ça ne fait pas tout. C'est pour ça qu'on a les deux autres piliers qui sont très importants et que je développe dans ce livre. Alors la méthode n'est pas en reste évidemment, je vous présente la mienne, celle qui eh bien, pose un petit peu les jalons des balances en quelque part, où l'on jauge eh bien, les éléments baissiers, les éléments haussiers pour que l'on dégage en quelque part une conviction et ensuite on intervient dessus tout en étant évidemment très calé sur le risque, à savoir que moi je travaille à risque constant et c'est ce que j'explique dans l'ouvrage notamment, ce que je détaille pour toujours prendre un niveau de risque acceptable et un niveau de risque constant. Et puis la maîtrise comportementale, parce que ça c'est généralement ce dont on ne veut pas entendre parler, mais si vous comprenez, ou si vous avez déjà compris, eh bien c'est très bien que vous ne vous battez pas contre le marché, mais que finalement vous vous battez contre vous-même sur les marchés. À ce moment-là, vous avez fait un grand pas et c'est ce que j'aborde notamment dans ce chapitre. Et on a quelques astuces pour vous aider à justement à maîtriser ce côté qui est le plus difficilement maîtrisable. Alors le marché, lui, la courbe, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut maîtriser que le risque, mais il y a quelque chose que l'on peut absolument et que l'on doit maîtriser, c'est soi-même. Donc voilà, vous avez ces deux ouvrages qui sont disponibles un petit peu partout, hein, des librairies spécialisées, des librairies grand public également. Donc je suis auteur, mais pas que. Je suis également formateur au World Trade Institute et donc une émanation de World Data. Et je suis également consultant auprès d'établissements bancaires pour des projets en lien généralement avec les marchés. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque la présentation est finie. Donc pour ceux qui ne me connaissaient pas, voilà les quelques mots sur moi. Maintenant parlons du sujet, parlons du Forex. C'est le plus grand marché du monde qui est ouvert aux particuliers. Aujourd'hui on parle de 5,3 trilliards de dollars échangés régulièrement en moyenne par jour. Donc vous voyez ça compte. Quand la place de Paris fait à peine 4 milliards d'euros chaque jour, on a 5,3 trilliards, c'est-à-dire 5300 milliards de dollars échangés chaque jour sur le Forex. Alors c'est le plus grand marché du monde ouvert aux particuliers. Le plus grand marché du monde dans l'absolu, c'est le marché des taux, mais il n'est pas ouvert aux particuliers. Donc le Forex est le deuxième plus grand marché du monde, mais c'est le premier ouvert aux particuliers directement au spot sur lequel on peut tous intervenir. Il ne se limite pas donc à la dizaine de paires majeures scrutées quotidiennement par le monde entier. En fait, c'est effectivement le Forex, ça va au-delà de l'euro-dollar, ça va au-delà du yen ou du câble. On a énormément en fait de paires qui sont disponibles. On va en parler. On va voir un petit peu comment on les classe. On va voir comment on peut s'en sortir. Parce que chaque pays ou chaque zone, puisque maintenant on peut parler d'agrégation de pays pour la zone euro, eh bien chaque zone économique a sa propre devise. Généralement ça fait partie de la souveraineté de chaque État de frapper monnaie et donc d'avoir sa propre devise. On a à peu près 200 pays dans le monde, on a donc à peu près 200 devises qui sont disponibles, et comme on traite de paires de devises, eh bien on fait le calcul, 200 fois 200, vous voyez ça fait à peu près 40 000 paires qui sont disponibles normalement, ouverts aux cambistes, les cambistes étant les intervenants sur l'échange. Donc on a 40 000 devises, cependant ces 40 000 ne sont pas toutes forcément exploitables et on va faire ensemble le tri, on verra la façon dont il est possible de tirer profit de certains cadeaux que le marché nous offre et ça on verra ça ensemble à la fin de la présentation. Alors on va avancer dans la présentation et je vois qu'il y a déjà des questions. Ma méthode est-elle orientée day trading ou swing trading? En fait, elle est orientée plutôt swing, mais elle est tout à fait exploitable en day trading. En fait, il y a peu de différence entre le day et le swing, hein, si ce n'est évidemment le stress et la rapidité d'intervention que l'on a en day trading, alors qu'ensuite on est totalement détaché. Voilà, je ne suis pas scalper par contre, ni investisseur. D'ailleurs, personne n'est réellement investisseur de toute façon au niveau des particuliers sur le Forex. Hein. On n'a pas les reins assez solides pour cela, donc on est forcément soit scalper,
day trader ou swing trader, et moi je suis day et swing trader. Ouais, j'ai des commentaires assez sympathiques, merci pour ceux qui m'ont rencontré effectivement et qui recommandent ces livres. Ok, merci à vous aussi. Bon, on va continuer. Alors, next slide. Alors, juste, on va faire très rapide, hein. On va faire petite 20 minutes, une petite demi-heure maximum de théorie, et puis ensuite on va enchaîner sur justement 2 exemples en pratique, et puis on réservera les questions à la fin. Donc on commence tout de suite, et on pose les bases. Moi j'aime bien poser les bases avec qu'est-ce qu'une devise, après tout, c'est vrai, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle finalement, je l'ai un peu dit, eh bien d'unité de monnaie. Donc une monnaie, c'est, on l'a dit, hein, ça fait partie de la souveraineté d'un État. On a eu ces derniers temps, effectivement, en Europe, quelques débats. Vous n'avez pas pu y échapper, hein, au mois de juin et début juillet notamment, avec la Grèce. La Grèce doit-elle sortir, doit-elle rester? Donc voilà. On comprend bien que avoir la maîtrise de la monnaie, c'est avoir la maîtrise d'une partie de la souveraineté, effectivement, en étant arrimé à l'euro, ou faisant partie de l'eurozone, la Grèce a perdu une partie de sa souveraineté, et tout l'enjeu était un petit peu là, de savoir si on devait la reprendre ou pas. Alors finalement, malgré le vote, malgré tout ce qui s'est un petit peu joué au niveau du poker menteur qui a duré pendant les 6 premiers mois de l'année, eh bien la Grèce a décidé de rester dans la zone euro, et du coup on est bien sur une unité de monnaie qui restera l'euro pour la Grèce, en tout cas à l'heure où on parle, c'est toujours le cas. Donc voilà, une devise est généralement associée à un pays, car une monnaie est, de par son histoire, elle-même associée à un pays. Et l'histoire change, la drachme est donc fait partie du passé, la new drachme peut-être pourrait éventuellement revenir un jour. On en a beaucoup parlé dans ces derniers temps, mais vous voyez qu'une devise, c'est une unité de monnaie. Voilà ce dont on parle. C'est un peu comme le gramme, le litre ou le mètre. C'est une unité de mesure finalement de la zone économique d'un pays. Alors les devises, vous voyez en bas du slide, on a des signes comme le S avec barré, le E doublement barré, ou le L barré, le Y doublement barré, etc., etc. Donc ces devises, ces signes sont obsolètes, dans le sens où aujourd'hui les systèmes d'information sont interconnectés à travers le monde. On a un réseau interbancaire d'à peu près 10 000, un peu moins, parce qu'il y a eu un petit nettoyage au niveau des institutions bancaires notamment, depuis la crise de 2008, donc on est à peu près au niveau de 8 000, on parle de 8 000 réseaux, un réseau de 8 000 institutions dans l'absolu connectées de manière interbancaire. Et pour que tout ça communique, eh bien, on a un code ISO 4217 qui donne eh bien, justement l'unité que l'on traite. Alors GBP signifie par exemple Great Britain Pound. Donc on a les 2 premières lettres pour donner le nom du pays, et ensuite la 3e lettre généralement qui donne justement la monnaie, la devise en question. Donc un autre exemple avec US dollar, United States dollar, et vous voyez que dans HKD on retrouve le D comme dollar, donc on est sur du dollar toujours, mais sur du dollar de Hong Kong. Et pareil pour le CAD, c'est-à-dire le Canadian dollar, etc., etc. Alors pour l'euro c'est un peu une exception, puisqu'on n'est plus sur un pays mais une zone économique, donc on n'a pas EUE, ce qui devrait être la logique, on a EUR, donc euro tout simplement. Liste des devises, je vous en ai parlé, on a à peu près 200 pays, en fait on en a autour de 190, parce que les pays, alors pas tous les jours, hein, mais à l'image un petit peu des introductions en bourse, on a des fois des pays qui émergent, suite à des scissions, des guerres, et parfois on a des fusions, acquisitions, donc on a des pays qui disparaissent, ou des zones économiques qui s'agrègent, un petit peu comme ce qui s'est passé en Europe, dans la zone euro. Mais on reste sur une base stable d'à peu près 200 pays, un peu moins, 290, mais on a parfois des unités de mesure qui vont au-delà. Donc on retrouve ça notamment, vous voyez, sur XOF,
au milieu du slide, XOF, XAF, XPF. Donc tout ça, ce sont des unités de mesure pour le franc CFA au niveau des anciennes colonies ou de la Polynésie française pour le XPF. On a également, vous voyez, des tirages spéciaux du FMI, XDR. On a l'EQ, qui était un petit peu une unité de mesure technique avant l'euro. Donc l'EQ. Alors tout ça, on ne peut pas intervenir dessus. Hein. Ce sont vraiment des choses très très exotiques, entre guillemets. Voilà, qui ne servent qu'à des notions comptables. On a XAU, l'or, qui est également, alors on peut intervenir dessus, hein, c'est la paire XAU/USD, c'est l'once d'or côté, voilà, côté par rapport au dollar. Voilà, et on a, vous voyez, 4 pages quand même de devises différentes. Donc vous voyez, mis les unes avec les autres, on a pas mal de possibilités. Maintenant, si on commence à zoomer sur les principales, on a 7 devises principales. On a donc l'USD, dollar américain, l'euro, la livre sterling, hein, le Great Britain Pound, et puis le yen japonais, le franc suisse, le dollar canadien et le dollar australien. Ce sont 7 devises principales par convention. Parce qu'en fait, il n'y a pas réellement d'institutions qui sont au-delà des États. Il n'y a pas d'institutions souveraines au-delà des États à ce jour, en 2015 en tout cas. Donc c'est une organisation qui se fait au niveau de chaque pays, et c'est une convention de dire qu'on a 7 devises principales. Ces 7 devises principales, on peut les mixer, ça nous donne à peu près, par combinaison, 21 paires différentes principales. Ce sont les 21 paires, moi, sur lesquelles j'interviens généralement. Et de ces 21 paires, on peut encore zoomer sur 6 paires principales. Mais c'est pareil, c'est une convention. C'est un peu les us et coutumes des salles de marché de dire que le russe, le GBP-USD, l'USD JPY, l'USD CHF, ainsi que l'USD CAD et l'AUD USD sont des paires principales. Alors vous voyez leurs petits noms à côté, Eurus, CAB, Swissy pour le franc suisse face au dollar américain, et non face à l'euro évidemment. Le Loonie, qui est la paire dollar canadien, contrepartie du dollar américain, et puis l'AUSSI pour le dollar australien, face au dollar américain. Donc ça, ce sont des petits noms historiques. On a sur les 4 premières paires principales l'essentiel des échanges. Ces 4 paires, vous voyez, elles représentent 80% des échanges du Forex. 80% de 5,3 trilliards, on est à peu près sur 4 milliards de dollars échangés chaque jour sur les 4 premières paires que je vous ai citées, c'est-à-dire Eurus, GBP-USD, USD-JPY et USD-CHF. Vous voyez, l'essentiel des échanges se termine ici. Alors il y a aussi une explication à cela. C'est parce que typiquement, si vous traitez sur des paires qui sont dites des crosses, qui sont donc des paires hors ces paires-là, vous pouvez à un moment donné passer par ces paires en coulisses. Alors vous ne le voyez pas, mais derrière, eh bien les ordres peuvent être passés sur ces paires-là, qui sont les paires pivots en quelque part. Alors c'est aussi pour ça que l'essentiel des volumes se traite sur ces paires. 6 paires principales par convention. Chez FXCM, on a 7 paires principales en fait de niveau dit de niveau 1. On retrouve les 4 premières dans le même ordre, et puis on retrouve non pas l'USD CAD. Chez FXCM, il est classé comme paire dit de niveau 2, donc en quelque part comme une mineure. On retrouve par contre AUD USD, hein, l'OSI. On retrouve 2 autres paires en plus, Euro JPY et GBP JPY. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les liquidity providers, la liquidité en fait fournie par les institutions correspondantes banking sont assez bien placées sur ces 2 paires, et FXCM traite pas mal de volume sur ces 2 paires en JPY. Voilà, donc elles sont classées de niveau 1, et on va voir quels sont les impacts pour cela. Et pour ce qui nous intéresse, hein, le sujet
donc les paires mineures, et bien vous avez finalement toutes les autres paires. Donc par convention, toutes les autres paires sont des paires mineures. Deux exemples, CAD/CHF ou AUD/CAD. Et alors tout à l'heure je vous disais que 80% des volumes se font sur les paires principales. Je vais vous donner un exemple avec mon histoire de pivot au niveau des volumes. Par exemple, si vous intervenez sur CAD/CHF, en réel, derrière, en coulisses finalement, cette paire n'existe pas. C'est une paire synthétique. C'est une crosse qui finalement passe, si vous par exemple achetez CAD/CHF, passe d'abord par un ordre sur CAD/USD, enfin USD-CAD, pardon, donc un ordre de vente vers USD-CAD, et puis un ordre ensuite vers USD-CHF, donc un ordre d'achat USD-CHF. C'est pour cela que derrière, vous voyez, on a la paire principale USD-CHF qui intervient. Et nous, on ne le voit pas, ainsi que la paire principale USD-CAD. Voilà, donc un ordre sur CAD-CHF, c'est finalement deux ordres, un ordre sur USD-CAD et un ordre sur USD-CHF. Mais ça, on ne le voit pas. Alors c'est aussi pour ça que les spreads sont finalement un peu plus élevés généralement sur ces paires mineures, sur ces crosses, parce que justement, on ne traite pas d'une paire, mais on traite de deux paires derrière. Donc finalement, on a en quelque part deux achats, donc un spread qui alors il ne s'additionne pas totalement, mais on a un effet d'élargissement forcément de la fourchette. Les paires exotiques sont des paires qui font partie des mineurs, mais qui sont dites avec des cours assez encadrés ou dont les volumes sont assez faibles. Alors quelques exemples, USD HKD, dollar américain contre le dollar de Hong Kong, ça c'est assez encadré dans l'absolu, on en reparlera à la fin d'ailleurs. Euro DKK, l'euro contre la couronne du Danemark, et d'ailleurs par extension toutes les couronnes européennes, notamment parce que même si les couronnes ne font pas partie de l'eurozone, elles font partie de l'Europe, de l'Union européenne, et les banques centrales sont avec des conventions quand même assez intervenantes au niveau de leur propre monnaie, de leur devise, pour qu'elles restent de manière assez proche, arrimée à l'euro, pour qu'un jour éventuellement, eh bien, pourquoi pas le Danemark rejoigne l'eurozone, soit prêt en tout cas à le faire. Il ne faut pas trop d'écart et pas trop d'éloignement par rapport à l'euro. Donc ça c'est fait par convention, et c'est pour cela que les banques centrales de toutes ces couronnes européennes, alors on a DKK, on a SEK aussi, on a NOK, tout ce qui est couronne suédoise, couronne norvégienne, eh bien sont assez arrimés à l'euro, sans toutefois être dans un peg officiel avec une marge très étroite. On a une sorte de point pivot, de grand équilibre sur le très long terme. Voilà. Et puis Euro CHF, alors je vous l'ai mis celle-là, c'est un peu particulier. L'Euro CHF était finalement bien qu'elle soit quasiment une paire majeure, mais c'était une paire mineure. Et c'était une paire exotique, et ça c'est assez incroyable, entre fin 2011 et début 2015, fameux 15 janvier 2015, pour lequel la fin de l'arrimage avec le floor, le plancher de la BNS, de la Banque Nationale Suisse, qui a été décrétée comme ça de manière unilatérale et de manière assez abrupte, surprenant tout le monde. Mais pendant 3 ans, 4 ans en fait, pendant 4 ans en fait, la paire Euro-CHF a été avec ce fameux floor, et donc très encadré, avec quand même des volumes forts certes, mais très encadré, ce qui en faisait une paire dite exotique. Alors au niveau des paires mineures exotiques, on retrouve bon, je vous liste ici la plupart des couronnes européennes. Alors, on va le faire par zone, par grande zone. Donc la zone européenne, on retrouve la couronne suédoise, la couronne norvégienne, j'en ai parlé, ainsi que la couronne danoise, on vient de la voir. Couronne islandaise également, EUR ISK, et la couronne tchèque, EUR CZK. Et puis on a également le florin hongrois, le zloty polonais, et alors
là c'est par extension la grande Europe, le rouble russe. Voilà, mais plutôt coté face au dollar américain. Continuons, changeons de continent, de zone. Moyen-Orient et le Golfe, on retrouve alors la livre turque USD TRI, le shekel d'Israël USD ILS, le dirham des États-Unis USD AED, dinar de Bahreïn USD PHD, le rial du Qatar USD CAR et le rial saoudien USD SAR. En ce qui concerne l'Asie, et on en a parlé aussi, le dollar de Hong Kong coté face au dollar américain, qui est assez, donc on va en parler à la fin, on va se le garder sous le coude. Le dollar de Taïwan avec le dollar américain évidemment. Bon, comme vous le voyez, c'est souvent et quasiment tout le temps face au dollar américain que l'on cote les devises. Alors voilà la suite, dollar de Singapour. Le yuan chinois, alors le yuan, le réel yuan c'est le CNY et on a le CNH, on en reparlera chez FXCM, et le won sud-coréen, voilà, USD, KRW, le nord-coréen c'est même pas la peine d'y penser, et puis la roupie indienne, USD, INR. Côté africain, on a en devise sur laquelle on peut réellement intervenir, c'est l'USD ZAR, qui est le rand sud-africain, donc South African Rand, et voilà, le reste étant difficilement traitable. Une des devises qui a récemment totalement explosé, dans le mauvais sens du terme, c'est la devise zimbabwéenne, qui ne cote plus du tout. Là, désormais, le Zimbabwe, tout se traite en dollars. Vous voyez, ce sont pour ces raisons que parfois, bien que l'on ait une monnaie locale qui existe, bien que l'on ait donc une devise sur un pays qui existe, il est très difficile d'intervenir réellement sur le marché, en tout cas pour les particuliers, sur certaines devises. On a, côté Amérique latine, essentiellement trois grandes devises qui sont donc tradables, qui sont des mineurs, parfois pour certaines exotiques, USD MXN, ARS pour le pesos argentin et le réel brésilien BRL USD. Voilà, on parlera aussi du pesos mexicain à la fin en exemple. Donc chez FXCM, là je vous ai listé la plupart des paires, mais chez FXCM on a 31 paires de niveau 2, donc qui sont de fait mineurs chez FXCM, et on a, voici la liste, je ne vais pas les lister, mais on a parmi celles-ci 5 qui sont réellement exotiques, c'est EURNOC, EURSEC, USD CNH, USD HKD et USD MXN. Alors je reviens sur chacune. EURNOC et EURSEC, comme je l'ai dit, ce sont des couronnes européennes, donc avec un encadrement quand même de la part des interventions en fait assez actives de la part des banques centrales respectives de ces deux pays, pour être arrimées à l'euro sans toutefois être dans un peg trop fort. Côté USD CNH, alors CNH c'est donc le yuan offshore. Le yuan offshore qui est à l'avant-poste au niveau donc de la banque centrale chinoise, pour que le yuan à terme devienne réellement flottant. Donc là on est sur quelque chose qui est assez nouveau et qui est disponible sur la plateforme FXCM. USD HKD qui avant le CNH était lui-même l'avant-poste un petit peu du yuan. Alors là on est sur le dollar de Hong Kong, donc on est quand même sur quelque chose qui a entre guillemets sa propre vie, sa propre petite souveraineté. Voilà. Donc désormais si vous voulez intervenir sur le yuan, préférez le CNH. Le HKD c'était vrai il y a quelques années quand le CNH n'existait pas. USD MXN, donc voilà la dernière devise réellement exotique, mais qui l'est de moins en moins, et on va voir pourquoi à la fin de la présentation. Sur les devises de niveau 1, donc majeur, on a un certain niveau de commission. Alors chez FXM, on a à la fois un spread, mais très serré, et une commission en dur. Donc on est, vous voyez, sur
ces niveaux-là, donc à peu près 3 € de prix pour un lot. C'est ce que l'on voit au niveau, vous voyez, taille de la position 100 000, donc un lot, et par position donc 3 €. Donc l'aller-retour ça fait 6 €, et quand on intervient sur des mineurs ou des exotiques, on est donc sur des paires de niveau 2, et à ce moment-là on est sur du 4 € par lot. Donc ça veut dire que l'aller-retour est à 8 € plus le spread, et ça veut dire que c'est un peu plus cher dans l'absolu effectivement que, que les paires dites majeures de niveau 1. Donc voilà un des premiers désavantages en quelque part d'intervenir sur ces paires mineures et exotiques, c'est d'avoir des commissions plus importantes. Voilà, bon, cependant ça reste très raisonnable, hein, c'est de l'ordre, vous voyez, d'1 € de plus, pas de quoi non plus. C'était pas le cas il y a enfin, pour ceux qui ont connu le Forex à ses débuts pour les particuliers il y a 10-15 ans, on n'était pas sur ces ordres de grandeur. On était sur généralement un doublement, voire un triplement de la commission et du spread. Là, pour le coup, on est sur des choses qui restent raisonnables. Au niveau des marges, et bien là c'est pareil, on est généralement sur les paires mineures, mais pas toujours, mais généralement sur des marges plus importantes. Vous voyez le fameux, la ligne à 10 $, on est sur l'euro-dollar, donc c'est la ligne standard, donc on est sur une marge standard par lot de 1 kg, c'est-à-dire 1 centième de lot. Si on est sur un lot de 100 000, un lot standard, et bien on multiplie cette marge par 100. Donc 10 fois 100, on est sur 1000 à peu près. Voilà, pour un lot. Alors maintenant, on peut traiter des mini-lots, on peut traiter des micro-lots. Là, un lot de 1 kg, c'est un micro-lot. Et à ce moment-là, vous voyez, seuls 10 $ sont suffisants sont bloqués en quelque part sur notre compte. Si on est sur des mineurs, généralement, et sur des exotiques, on va avoir des marges qui vont être plus fortes demandées. Donc c'est le cas pour, vous voyez, alors GBP USD c'est une majeure, mais la marge est plus grande. EUR-SEC, EUR-NOK, USD-SEC, USD-NOK, on est sur du 15 € pour un micro-lot. Donc un peu plus fort que l'euro-dollar. Voilà, donc ça c'est un tableau à avoir en tête, en tout cas sur lequel, même si on l'a pas en tête, à mettre, à scotcher à côté de son écran, ou à avoir assez accès facilement pour pouvoir jeter un œil, pour voir dans quel cas on se trouve lorsque l'on intervient sur une paire. Alors des fois on a des bonnes surprises, parce que vous voyez ZAR JPY, on est sur du 4 € demandé par micro-lot, c'est-à-dire une marge très faible finalement en regard de ce qui se fait sur l'euro-dollar. Dit autrement, FXCM arrive à avoir des marges demandées qui sont meilleures que l'euro-dollar sur certaines paires mineures. Pareil pour NZD USD, pareil pour NZD JPY et NZD CAD. Voilà, parce qu'en fait ils réussissent à avoir des accords avec leurs correspondants de banking qui sont plus intéressants sur certaines paires. Et ils vous en font bénéficier comme le prévoit la MiFID et la Best Execution. Alors cependant, tout ce qui est marge, ça peut varier même sans prévenir dans l'absolu. Enfin, généralement, ça change avec quand même un email qui vous est envoyé pour vous prévenir que bientôt, c'est-à-dire généralement le lendemain ou la semaine prochaine, la marge demandée va être plus importante, voire moins importante. Voilà, c'est un petit peu les modifications des conditions générales de vente auxquelles on ne peut pas échapper, et c'est bien normal parce que la volatilité sur les marchés change avec le temps. Hein, après ce qui s'est passé sur l'euro CHF en janvier, on a de fait forcément, et ça se comprend, eu des demandes d'appel de marge plus importantes sur cette paire. Voilà, euro CHF, vous voyez, est classé toujours sur la tête, sur la fin, pardon, pas la tête du peloton, mais en fin de peloton au niveau des marges, 75 € demandé pour un micro-lot sur euro CHF, et GBP CHF dans le même esprit, 80 €. Et comme vous pouvez le constater, c'est plutôt le CHF qui est en fin de peloton, parce qu'effectivement après le coup du 15 janvier, on se méfie de cette paire. Alors on continue.
Et on va désormais lister donc tous les inconvénients qu'il y a à traiter sur les paires mineures et par extension exotiques. Eh bien, c'est que la première chose, c'est que les informations sont plus rares. Effectivement, s'il est très facile d'avoir Mario Draghi qui passe sur BFM, voire Janet Yellen qui passe sur BFM, ou même sur CNBC ou Bloomberg pour ceux qui suivent ces chaînes-là, s'il est très facile d'avoir éventuellement les banquiers centraux anglais ou même canadiens ou même japonais pour suivre leur discours, ou au moins avoir les grandes lignes de leur discours de manière assez facilement. Il est beaucoup plus difficile d'avoir l'équivalent sur le pesos mexicain ou même la livre turque. Ces banques centrales sont beaucoup moins communicantes, on va dire, beaucoup plus discrètes sur leur politique monétaire, et donc on peut avoir des freins à l'analyse fondamentale. En tout cas, on peut toujours évidemment avoir des anticipations sur ces paires, mais l'information et même les commentaires de ces informations vont être beaucoup plus difficiles à obtenir. Même si on peut quand même les avoir, même si on peut les avoir après coup, pas forcément en temps réel. Donc c'est pour ça que même si c'est un frein à l'analyse fondamentale, c'est pas non plus forcément un obstacle total, mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir avant d'intervenir sur ces paires. Et de fait, sur les exotiques, c'est encore plus vrai, puisque sur les exotiques, les banquiers centraux interviennent de manière active sur leur devise. Donc, de fait, ils ne veulent pas réellement communiquer pour éviter, évidemment, d'avoir des effets d'anticipation et donc de spéculation à l'inverse de ce qu'ils voudraient faire. Typiquement, ce qui s'est passé, donc, une fois de plus, à la fin du PEG, du floor sur EuroCHF, du plancher à 1,20 sur l'EuroCHF. Effectivement, M. Jordan n'a pas communiqué sur cette fin de plancher. Ça s'est fait comme ça instantanément en débranchant les robots et en communiquant instantanément dessus, mais pas en anticipation. Des volumes sont plus faibles, on l'a dit, les 80% des volumes se font sur les paires dites majeures, sur les 4 paires majeures du début de présentation, donc on a forcément, avec des volumes plus faibles, on peut avoir des problèmes de liquidité, donc des problèmes pour passer l'ordre. On peut être recoté, on peut être là à devoir attendre avant que l'ordre passe, et donc perdre quelques points avant d'être pris sur le marché. On peut aussi avoir des problèmes de volatilité, puisque qui dit moins de liquidité dit plus ouverture à la volatilité, puisqu'un marché, plus il est liquide et plus il est stable. Or, un marché avec moins de liquidité, voilà, à contrario, peut être plus volatile. Et on peut avoir plus de gaps, de fait, puisqu'on a moins de volume, et plus de gaps, on peut même avoir des gaps intraday, voire des gaps, j'ai envie de dire, presque des fois constants sur certaines paires. On verra cet effet-là sur le HKD. Donc ça, c'est l'effet pervers d'avoir des volumes plus faibles. Donc ça, il faut le savoir avant d'intervenir et en être conscient pour ne pas se faire piéger, entre guillemets, ou au moins pour l'accepter, en tout cas au niveau de la recotation, parfois, lorsque l'on veut passer l'ordre. Lorsque l'on traite sur les devises mineures et exotiques, on peut, et on l'a vu, avoir donc des spreads plus élevés et des commissions plus élevées. Alors les spreads plus élevés, c'est logique, les commissions plus élevées également, et les deux concaténés, ça fait qu'on a des coûts d'intervention et des frais de transaction plus élevés. On a vu les commissions, donc 4 € plutôt que 3 au niveau d'un micro-lot sur les paires mineures, avec des frais qui sont plus grands et avec des spreads plus grands, on a donc des coûts de transaction plus élevés. Je ne reviens pas dessus, on l'a vu, il faut l'accepter. On a des taux plus élevés, des coûts de détention plus élevés. Alors ça se voit directement dans la plateforme au niveau donc des swaps, des swaps overnight. Donc ça, c'est le fait de détenir la position d'une journée sur l'autre. Alors généralement, ces frais sont prélevés ou donnés, parce que ça dépend du sens dans lequel vous êtes. Vous pouvez être aussi avantagé par ces frais, mais ces taux, généralement, sont plus en votre défaveur sur les paires mineures et exotiques. Donc les coûts dits de détention sont plus élevés.
Ça se fait généralement tous les jours à 23 heures. À 23 heures, heure de Paris, hein. Donc ça ne concerne que très peu les scalpers et les day traders. Par contre, ça concerne les swing traders et les carry traders. Les personnes qui restent d'une séance à l'autre en position. On a également des mécanismes différents. Alors on peut avoir pour certaines paires des horaires restreints. Alors, dit autrement, on a l'habitude de voir des cotations qui commencent dimanche soir vers 22-23 heures selon que l'on soit en heure d'hiver ou heure d'été à Paris. Mais parfois il faut attendre minuit ou 1h du matin, voire 2h du matin pour avoir des premières cotations sur certaines paires exotiques et certaines paires mineures également. Pareil pour les horaires de fermeture. Donc les horaires peuvent être différents. Pareil pour, vous savez, les fameux bank holidays, c'est-à-dire les jours de fermeture de certaines places, où on a parfois certaines cotations qui ne sont pas assurées sur certaines paires mineures et exotiques. Donc à prendre en compte. Donc toujours avoir un œil sur ce risque dit risque opérationnel, qui est un risque que vous pouvez avoir. Par exemple, vous prévoyez de sortir en position le lendemain d'une position et sur laquelle vous êtes entré ou vous aviez pu entrer, et pourtant le lendemain bien votre paire exotique ou mineure ne cote pas parce qu'en fait on a eu un bank holiday, une fermeture de place qui vous impacte. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder le calendrier dans l'horizon duquel on traite le marché. Hein, si vous êtes swing trader, allez voir un petit peu au-delà de votre simple séance. Allez, ça dépend si vous traitez à la semaine, allez sur le calendrier, allez regarder ce qui va se passer toute la semaine à venir. Alors c'est logique, je sais, ça paraît logique comme ça, mais ceux qui se sont fait prendre savent à quel point c'est du bon sens et pourtant à quel point parfois on peut l'oublier. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un rituel en début de chaque séance, que votre séance commence à 8h du matin ou à 9h, ou qu'elle commence à 14h pour ceux qui interviennent que l'après-midi, ou à 20h si vous revenez du travail, que vous intervenez tous les soirs en swing. Vous devez toujours faire votre morning entre guillemets briefing. Je dis morning entre briefing parce qu'à 20h du soir on n'est pas trop le morning évidemment, mais c'est un rituel à avoir. Toujours jeter un œil sur les calendriers et voir un petit peu ce qui nous attend au niveau opérationnel. Voilà. Le plus dur évidemment c'est le risque de marché, c'est le fait d'être directionnel et d'être à l'achat alors que ça part plutôt à la baisse, ou inversement on est à la vente et pourtant ça part à la hausse. Ça c'est le risque de marché, c'est le risque que tout trader traite de manière logique et normale, mais il y a quelque chose en plus qui est le risque opérationnel que l'on doit prendre en compte. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet parce qu'on peut en parler longuement, mais voilà, les horaires sur les paires mineures exotiques, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc là j'enfonce le clou, j'insiste un peu, mais c'est important. Donc la marge est plus grande, on en a parlé. Les lots mini-maxi aussi, parce qu'on peut être limité à prendre un certain nombre de lots. Généralement sur l'euro-dollar, vous pouvez prendre plusieurs lots sans souci. Sur les paires exotiques, ça peut être des fois un peu plus délicat de traiter un grand nombre de lots, en tant que particulier en tout cas. Mais même pour les professionnels, c'est parfois gênant sur certaines paires. Donc à prendre en compte, regardez donc l'instrument finalement que vous traitez, hein, de la même manière que traiter une petite valeur sur le second marché, c'est plus délicat, c'est plus risqué sur le risque opérationnel que de traiter évidemment une grande valeur du CAC 40. Là, sur notre Forex, c'est un peu le même principe. On a également l'indisponibilité de trader. Alors ça pour deux raisons, pour des raisons qui sont des fois dues au fait que le broker ne nous offre pas la possibilité de trader sur telle paire, ou parfois sur le fait que telle paire va être déclarée intradable par la banque centrale. Alors ça arrive rarement, je vous rassure, mais ça peut parfois arriver. Voilà donc à prendre en compte. Alors cependant,
On a vu les inconvénients, mais il n'y a pas que des inconvénients à trader évidemment sur ces paires mineures exotiques. Il y a quelques avantages et on va voir certains de ces avantages lors de deux exemples. Le premier, c'est qu'il y a souvent, on en a parlé tout au long de cette présentation, mais voilà, c'est un avantage, il y a souvent un lien avec d'autres paires. Et souvent, c'est un lien avec le dollar américain, voire parfois, on l'a dit pour les couronnes européennes, un lien avec l'euro. Donc l'arbitrage est possible sur ces paires. C'est ce qui rend finalement le risque opérationnel, c'est un défaut qui nous impacte, mais l'avantage que l'on a, c'est qu'on réduit le risque de marché, du coup. Voilà. Plus de risque opérationnel, moins de risque de marché sur les paires, certaines paires mineures et exotiques. Donc ça, on va en parler dans les exemples. Et du fait, c'est aussi un petit peu la corrélation avec le lien avec d'autres paires. On a un encadrement des cours et du coup, on a une lecture directionnelle qui est plus lisible. Voilà. Donc on a à peu près le même avantage que sur eh bien vous savez, des actions qui sont très directionnelles, des startups qui explosent parce que voilà, on a sur une certaine biotech une introduction en bourse qui s'est faite et un cours qui monte très haut. Voilà, on peut avoir le même type de choses sur eh bien, nos paires mineures et exotiques. On va donc passer à la plateforme et justement parler de ces deux exemples. Voilà, je mets la plateforme. Ouais, il me faut le graphique. Alors, je ne suis pas sur mon poste de travail, donc Vincent va m'aider, voilà, à afficher le graphique. Tout à fait. Merci Vincent. On est donc là sur l'euro-dollar et vous l'avez vu, on a aujourd'hui une belle bougie verte. Alors là, elle est bleue, mais une belle bougie que l'on dit par convention verte. Une belle hausse, hein, une reprise en vigueur de l'euro, mais finalement c'est plus une baisse du dollar américain suite à ce qui s'est passé au niveau des statistiques, et puis quand même une petite vigueur de l'euro en corrélation. Donc on a, ça c'est une paire majeure, euro-dollar, je n'en parle pas. On va donc passer sur ce qui nous intéresse. La première paire que je vous ai sélectionnée, c'est le dollar américain contre le pesos mexicain, MXN. Alors, c'est pas MXP, c'est MXN, c'est comme ça. Bien que ce soit du peso. Donc, petite particularité sur cette paire. Et on a, comme vous pouvez le constater, un effet directionnel qui est très fort. Et un effet directionnel pourquoi? Parce que cette paire qui était une paire exotique, qui était arrimée au dollar américain pendant très longtemps, je vais vous zoomer ça en weekly. Voilà. Weekly sur 10 ans. Voilà, donc on n'a pas un recul avant 2008, mais déjà on a suffisamment de recul pour comprendre qu'on avait un point pivot autour de 13, effectivement, pendant très longtemps sur cette paire, et puis désormais avec les craintes sur les émergents et puis le renforcement du dollar, on a un désarrimage du MXN par rapport au dollar américain. Et donc on a, puisque USD, le dollar américain, est en devise de base, c'est-à-dire à gauche de la paire, et le MXN, le pesos mexicain, est en devise de contrepartie, donc à droite de la paire. Lorsque la courbe monte, c'est parce que le dollar américain se renforce et que par corrélation le pesos mexicain se déprécie. Et du coup on a comme sur beaucoup d'émergents, comme sur le pesos argentin, comme sur le réal brésilien également, on a une baisse de la devise domestique, de la devise locale, au profit d'un renforcement du dollar américain qui était la référence. Et du coup, on a désormais, alors là je vais zoomer, en daily, voilà, en daily mais avec suffisamment de recul, tac, voilà. On a un effet de direction, de paire directionnelle très fort. Et du coup, c'est le paradis des carry traders désormais sur cette paire, puisque l'on peut, sur tous les replis, se positionner ou renforcer sa position pour aller vers des plus hauts. Et là,
c'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de l'euro-dollar cette séance, avec le dollar qui s'est déprécié et l'euro qui s'est apprécié, à contre-courant de ce qui se faisait jusqu'à récemment, et du coup à contre-courant de ce qui se fait sur cette paire USD-MXN où on a un directionnel très haussier, on a, si c'est pas aujourd'hui en tout cas pour bientôt, un point d'entrée qui va être possible pour un achat, pour continuer cet effet de hausse sur USD-MXN, cet effet de carry trade. Donc, alors certains pourraient prendre des aujourd'hui, mais moi je vous conseille d'attendre quand même la semaine prochaine, parce qu'on risque d'avoir un gap, on risque d'avoir une poursuite de ce phénomène, et donc de pouvoir reprendre à un plus bas. Idéalement, il faudrait prendre sur la ligne, alors on va la tracer ensemble, voilà, sur la ligne, voilà, qui est la plus pertinente, qui est celle-ci. Voilà, et vous voyez qu'on y est presque. Donc on pourrait, comme je disais, prendre des maintenant, mais comme on arrive en fin de séance hebdo sur le Forex, il peut y avoir un gap à l'ouverture lundi prochain, enfin dimanche soir, je vous conseille d'attendre avant de prendre position quand même sur cette paire, mais tout en restant dans cet esprit de prendre au plus bas, donc vers 16, pour voir plus bas, hein, si possible en dessous de 16, donc 15, quelque chose. Mais enfin 16, ça sera un bon point d'entrée, on y est hein, quasiment. Pour un achat et pour viser des plus hauts. Alors évidemment c'est une position qui n'est pas ni scalper ni day trader, c'est une position qui est un swing pour du long terme. On va attendre beaucoup de séances avant de se délester. L'idée c'est d'aller vers des 17, vers des 18 et ensuite de se délester pour un swing qui va durer très certainement, vu les cycles précédents, à peu près 2 semaines, à peu près 2 à 3 semaines. Voilà, donc ça nous emmène à mi-août minimum, voire fin août. Voilà donc pour une idée de trade, avec un stop évidemment sous cette ligne. Il faudra toujours mettre un stop, toujours parce que rien n'est acquis sur les marchés et on peut toujours se faire piéger, donc un stop sous les 16 évidemment. Après chacun selon son aversion au risque mettra son stop plus ou moins proche et selon son ratio évidemment, mais en tout cas vous avez un premier objectif à 17, un deuxième pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Ça va aller au-delà du mois d'août, hein. Pourquoi pas vers 18, mais ça c'est un swing qui devient du carry trade. Voilà, donc amis swingers, pour le mois d'août, mi-août, fin août, 17 en objectif, un premier objectif donc pour un carry trader qui lui ira vers 18, et puis un stop sous les 16, tout en ayant évidemment un point d'entrée vers 16, si possible un petit poil en dessous si d'aventure bien les cours essayent de percer cette oblique, comme parfois les cours le tentent avec une petite mèche. Donc là une bonne prise de position à dimanche soir, voire à lundi matin. Voilà pour une première idée de trade sur cette paire, qui est une paire donc directionnelle. Et maintenant on va parler d'une autre paire, qui est une paire plus avec un floor, à l'instar de ce qui s'est passé sur l'euro CHF pendant 4 ans. On est sur USD HKD, et on est, alors je vais mettre sur One Day 3 years, voilà. Alors, loading, voilà, on est, vous voyez, alors voilà, on ne le voit pas très bien. Donc je vais déplacer pour que ce soit plus visible. Excusez-moi, hop, voilà. On est typiquement sur un floor, donc un plancher, donc on est sur véritablement la quintessence d'une paire dite exotique, avec une banque centrale, donc la Banque de Hong Kong, qui intervient assez activement. Et comme on a eu, on l'a dit, une baisse, une petite dépréciation du dollar américain cette séance, eh bien on retourne vers ce plancher, un plancher qui est vers 7,75. Donc on a des percées parfois sous 7,75, donc il ne faut pas mettre son stop à 7,74, 95, parce que là on va forcément se faire prendre, mais
largement sous 7,74, soit 7,75 pardon, donc peut-être vous voyez, du 7,74,50 ou du 7,74,60, 70, voilà, mais pas 7,74,95. Donc vous mettez assez large pour que une petite mèche rebelle puisse être une respiration normale de marché qui ne vous impacte pas, et vous prenez au plus proche de 7,75. Là on est, vous voyez, à 7,75,19, donc pas très loin. Donc de la même manière que sur USD MXN, attendre plutôt lundi pour voir si on peut éventuellement aller un petit peu plus bas et optimiser la position. Donc là pour aller où? Alors pour aller où? Ça c'est évidemment, on a deux ordres de grandeur. Un premier ordre de grandeur, vous voyez, qui est on reste dans le 7,75 et on est sur du 7,75,50 à peu près, sur les petites mèches qui sont ici, ou 7,75,70, 80 pour cette mèche là. Ça c'est le premier ordre de grandeur, en attendant pareil à peu près quelques semaines, donc ça nous emmène à fin août, comme sur USD MXN, donc c'est pour un swing. Et puis pour les carry traders là, qui peuvent rester en position plusieurs mois, mais vous pouvez très bien imaginer deux trades avec deux batteries de lots différents pour viser donc un swing dans un premier temps vers fin août, et puis donc un retour vers 7,75, 50, 70, et puis pour ceux qui sont plus patients et qui sont plus dans un esprit de carry trade, mais il n'y a pas de carry trade ici hein, évidemment, et bien un retour vers un deuxième objectif qui pour le coup sera au-dessus de 7,76. Donc du 7,76, 50, 40, 50, voire plus haut pour les plus ambitieux. Alors là, il faut cadrer les positions pour les emmener jusqu'au bout. Alors, on peut utiliser des techniques de barrique, de pyramide, évidemment, hein, pour le risk management, si vous le souhaitez, pour aller vers ces objectifs de plus en plus ambitieux. Mais en tout cas, vous avez, voilà, ici, un stop qui est naturellement placé, qui est naturellement protégé par la Banque centrale de Hong Kong. Voilà, donc pas de scalp évidemment, pas de day trading sur cette paire. Là on est typiquement dans un swing qui tend vers le carry trade, sans toutefois être forcément carry trader, parce que là on n'est pas directionnel du tout. Voilà pour ces deux idées de trade, j'espère que vous les avez bien compris. J'espère qu'on arrive à 17h, donc on va arrêter là. Si on a juste 5 minutes pour des questions. C'est toi qui clôture, de toute Ok, façon. ok, bah Vincent me dit que comme il n'y a évidemment pas de conférence après, on peut se prendre 5 minutes pour répondre aux questions. C'est vrai que j'ai un peu percuté l'horaire. Alors, je regarde les questions dans le désordre. Alors, pour l'USD HKD, vous n'avez pas peur que le PEG lâche comme la BNS début janvier? Alors, si, évidemment, c'est pour ça qu'il faut le faire sur du risque cantonné. Donc, je vous conseille pour le coup de le faire sur un compte sur lequel vous avez évidemment une marge qui correspond finalement à votre position. Comme ça, on ne pourrait pas aller normalement plus loin. Et puis évidemment vous placez un stop parce qu'il faut toujours se dire que c'est jamais acquis sur les marchés. Donc oui, si un jour le PEG lâchera, pourquoi pas, et ce jour-là évidemment eh bien ça peut faire mal. Donc toujours mettre un stop et toujours avoir un niveau de marge suffisant sur le compte. Mais pour trader sur des paires mineures exotiques, moi je vous conseille à avoir un compte évidemment entre guillemets ce que j'appelle un compte proto, c'est-à-dire un compte qui va être un petit peu cantonné à ça, qui est différent de votre compte bonus ou de votre compte job, qui sont les comptes sur lesquels vous traitez naturellement et régulièrement sur les paires majeures. Ok, alors Tri n'a pas changé, pourquoi cela ne va pas de TRL? Car c'est plus Yeni Turc Lirassi, mais Turc Lirassi. Oui, effectivement, mais c'est un peu comme le MXN. Voilà, historiquement, on a des lettres qui traînent comme ça, bien que les noms. Voilà, c'est la convention ISO. Après, on la prend comme elle est. Si un jour la norme ISO change, on s'adaptera. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, d'autres questions sur le sujet, hein, pas sur les majeurs du coup, mais plus sur les paires mineures et exotiques.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, sur USD HKD peut-être, ou sur USD MXN? Non, a priori, pas d'autres questions. Bon. Bien, à ce moment-là, je vous remercie pour m'avoir écouté, puis j'espère que ça vous sera utile pour intervenir donc sur ces paires qui ne sont pas les premières que l'on fait généralement quand on arrive sur le Forex et qui pourtant parfois ouvrent certaines opportunités. Voilà, donc rappelez-vous qu'il y a en conclusion, en petite conclusion de la conclusion, disons, des désavantages, des inconvénients, des freins, des, entre guillemets, des choses qui sont pénalisantes sur effectivement les commissions, les marges, les horaires, mais on a aussi des avantages, et notamment, et là ça saute aux yeux quand on voit cette paire USD-HKD, eh bien des avantages, comme on l'avait sur EuroCHF à l'époque. Donc voilà, toujours intervenir sur en gros 7,75 pour aller chercher des retours vers des plus hauts, et ça peut être très rémunérateur dans le temps. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui ne font que des majeurs, à tenter l'aventure. Pour ceux qui ne font pas de Forex, eh bien au moins tenter l'aventure Forex, parce que vous verrez, ça vous ouvrira d'autres horizons. C'est, je pense, plus intéressant que les simples actions, même si sur les actions on a pas mal d'opportunités. Voilà, donc merci à vous, et j'espère vous revoir bientôt chez FXCM ou ailleurs pour d'autres conférences sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Et merci, à bientôt. Je laisse la parole à Vincent qui va faire la conclusion de la journée. Alors merci Benoît, merci à Benoît Fernandez-Riou. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à la conférence en ligne FXM Daily FX du vendredi 31 juillet. Je vous rappelle que le principe, c'est ce même type d'événement qui sera organisé le dernier vendredi de chaque mois. Donc autant vous dire que celle du 28 août est déjà prête. La conférence en ligne du vendredi 28 août, donc je vous invite déjà à prendre date, et puis ensuite celle du vendredi 25 septembre, si mes souvenirs sont bons, enfin en tout cas le dernier vendredi de chaque mois. Alors, la conférence du jour, elle a été enregistrée du début jusqu'à la fin, donc entre 9h et 17h, d'ici 1 heure environ. Toute la conférence sera visionnable sur notre chaîne YouTube DailyFX France sous la forme d'une playlist, mais à l'intérieur de la playlist, vous pourrez accéder à l'enregistrement qui vous a plu le plus, ou plusieurs enregistrements. Cela sera au choix. Merci à tous, bon week-end, et puis donc à lundi à partir de 8h45 en salle de trading sur dailyfx.fr. Merci beaucoup.